Et si je vous disais que certains des plus beaux et des plus luxuriants jardins que vous ayez jamais vus, ceux qui débordent des clôtures, recouvrent les flancs ombragés des collines, emplissent des parterres entiers de couleurs, ont été construits sur presque rien? Des plantes achetées il y a peut-être une dizaine d'années et qui n'ont cessé de se multiplier depuis, s'étendant, se divisant, reculant, remplissant chaque centimètre carré de sol vide d'une croissance luxuriante et vigoureuse, sans rien coûter aux jardiniers après cette toute première plantation. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que vous dépensez de l'argent chaque printemps pour des plantes annuelles qui meurent en octobre, il existe des plantes vivaces qui font discrètement le contraire. Elles s'enracinent plus profondément, envoient des stolons, laissent tomber des milliers de graines, se divisent à la racine et créent deux plantes là où il n'y en avait qu'une. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon d'envisager la création d'un jardin. Restez dans les parages, car le numéro 11 de cette liste est tellement tristement célèbre pour sa multiplication que les jardiniers ont un dicton à son sujet. Et il n'est pas vraiment poli. Et le numéro 20, si vous le laissez en terre pendant l'hiver, dans un climat approprié, doublera ou triplera tranquillement sous terre sans même que vous vous en aperceviez. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de créer un jardin qui vous soit utile, et non l'inverse. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes vivaces luxuriantes qui se multiplient à une vitesse folle. Classées d'impressionnant à absolument imparable. Plantez-en une, la juga, la bugleweed, la machine à couvrir le sol. Commençons par auga, aussi appelée bugleweed. Et cette plante vivace rampante est peut-être le couvre-sol le plus efficace du monde du jardinage en zone tempérée. L'Ajuga reptans fait quelque chose dont la plupart des plantes ne font que rêver. Il émet des tiges horizontales appelées stolines. Il s'agit essentiellement de stolons qui rampent à la surface du sol, s'enfonçant par endroits et s'enracinant là où ils entrent en contact. Vous plantez une petite touffe au printemps. À l'automne, cette touffe s'est transformée en tapis. Au printemps suivant, ce tapis s'est transformé en moquette. En 3 ans, une seule plante peut couvrir 10 pieds carrés ou plus sans que vous ayez à intervenir. Voici pourquoi cela fonctionne si efficacement. La juga est originaire d'Europe et d'Asie, où elle a évolué en lisière de forêt et dans les prairies, en concurrence avec les graminées pour l'espace au sol. Cette compétition a façonné une plante biologiquement programmée pour se propager rapidement et largement. Les stolons constituent son mécanisme de survie dans votre jardin. Ce mécanisme de survie devient du travail gratuit. Le feuillage se décline en de superbes variétés. Pourpre bronze profond, vert argenté, bordeaux avec des bords crème. Et à la fin du printemps, les plantes font apparaître de courtes hampes florales d'un bleu électrique qui attirent des nuées de pollinisateurs. Vous obtenez une couverture du sol et une floraison spectaculaire, sans aucun frais de replantation, année après année. Utilisation pratique. Plantez un juga sous les arbres, là où l'herbe ne pousse pas. Sous les arbustes, dans les coins ombragés, laissez-lui une saison pour s'implanter, puis reculer. Il s'occupera du reste. Divisez les touffes tous les 2 ou 3 ans, si elles deviennent trop denses, et utilisez ces divisions pour créer gratuitement de nouvelles zones. Considérez-la comme la plante qui construit votre jardin pendant que vous dormez. Plante numéro 2, du muguet. Le colonisateur souterrain parfumé. Le muguet semble trop délicat pour être agressif. Ses minuscules fleurs blanches en forme de clochette, portées par des tiges arquées. Ce parfum enivrant qui embaume tout un coin du jardin en mai. On dirait qu'il a besoin d'être dorloté. Il n'a pas besoin d'être dorloté. Convallaria magalis se propage par des rhizomes souterrains, des structures racinaires horizontales qui s'étendent centimètre par centimètre, année après année, produisant de nouvelles pousses partout où elles se développent.
Un petit tapis de muguet deviendra un grand tapis. Une grande parcelle deviendra une colonie. Si elle pousse pendant suffisamment d'années dans des conditions optimales, mi-ombre, sol humide, climat frais, elle finira par remplir toute une plate-bande et commencera à chercher à étendre son territoire. Voici la partie fascinante. Cette plante est cultivée depuis plus de 500 ans. On le retrouve dans les jardins des monastères médiévaux. C'est la fleur traditionnelle des bouquets du 1er mai en France, où les travailleurs s'en offrent encore les uns aux autres comme symbole du printemps. Des générations de jardiniers l'ont appréciée et ont lutté tout autant pour la contenir. Les rhyomes hivernent parfaitement et émergent de plus en plus tôt chaque année à mesure que la colonie mûrit. Plantez les rhyomes appelés pips en automne ou au début du printemps à un endroit où vous souhaitez une couverture dense, car une fois établie, la plante fournira exactement cela. Utilisez-le comme couvre-sol sans entretien sous les grands arbres ou dans les bandes ombragées où peu d'autres plantes poussent. C'est comme planter du parfum qui se multiplie gratuitement chaque année. Plante numéro 3, l'amier, ortie morte, l'arme secrète du jardin ombragé. Le lamier est ignoré dans les jardineries. Ce n'est pas tape à l'œil, elle n'a pas de fleurs spectaculaires, et elle porte le nom malheureux d'ortie morte, ce qui n'inspire pas vraiment l'enthousiasme. Mais les jardiniers expérimentés savent quelque chose sur le laméium que les débutants n'ont pas encore découvert. Elle poussera là où presque rien d'autre ne poussera, et elle se propagera assez rapidement pour combler ces espaces difficiles en une seule saison. Lamia maculatum produit des tiges rampantes couvertes de feuilles, souvent tachetées d'argent ou panachées de petites fleurs roses, violettes ou blanches, selon la variété. Elle adore l'ombre. Elle tolère avec une remarquable sérénité l'ombre sèche, l'une des conditions de jardinage les plus difficiles, et se propage à la fois par stolon et par enracinement là où ses tiges touchent le sol. Voici ce qui fait du laméium une plante stratégique. Pensez aux zones mortes de votre jardin. La bande sèche sous une clôture, le coin sombre derrière le garage, l'étendue sous d'épais buissons à feuilles persistantes où rien ne pousse. Le laméium va s'installer dans ces espaces et les recouvrir. Et pas lentement non plus. Au cours d'une bonne saison de croissance, une seule plante peut s'étendre sur 60 cm dans toutes les directions. Les paysagistes modernes utilisent le bananier spécifiquement pour sa couverture, nécessitant peu d'entretien dans les zones difficiles. Elle étouffe les mauvaises herbes en empêchant la lumière d'atteindre la surface du sol. Elle reste relativement basse, sans jamais envahir les plantes voisines. Et elle produit fidèlement ses fleurs chaque printemps, même à l'ombre dense. Vinca minor, le tapis vert éternel qui ne s'arrête jamais. La pervenche est le couvre-sol que les jardiniers des générations précédentes plantaient partout. Et pour cause, la vinca mineure s'enracine partout où ses tiges rampantes touchent le sol. Chaque tige qui traîne au sol devient une nouvelle plante potentielle. Il s'agit d'une plante qui se multiplie par simple contact avec la terre. Au printemps, la pervenche produit ses joyeuses fleurs bleu pervenche qui ont donné son nom à cette couleur. Le feuillage reste brillant et d'un vert foncé tout au long de l'hiver. C'est une plante à feuillage persistant, ce qui signifie qu'elle couvre le sol 12 mois par an, et pas seulement pendant la saison de croissance. Sur les pentes, la vinca minor contrôle l'érosion. Sous les arbres, elle surpasse les mauvaises herbes. Le long des bordures, il serpente magnifiquement sans devenir une nuisance pour les grimpeurs. Le mécanisme de propagation est d'une efficacité quasi mécanique. Une tige pousse vers l'extérieur. Il touche le sol. Les racines se développent. Une nouvelle couronne se forme. Cette couronne émet ses propres tiges. Ces tiges touchent le sol. Le processus se répète simultanément dans toutes les directions. En quelques années, une plantation modeste de pervenche se transforme en un tapis dense et étouffant les mauvaises herbes, ne nécessitant pratiquement aucun entretien. Plantez 5, Prunella vulgaris.
Autoguérison, le tapis vivant. Le nom est explicite. Autoguérison. La prunelle commune, Prunella vulgaris, est utilisée en phytothérapie en Europe et en Asie depuis des siècles. Appréciée pour ses propriétés cicatrisantes. Mais au jardin, ce qui rend cette plante remarquable, ce n'est pas son histoire médicinale, c'est sa rapidité à former des tapis végétaux denses, étouffant toute végétation existante à partir de rien. La prunelle se propage de deux manières simultanément. Ses tiges rampantes s'enracinent en poussant horizontalement, envoyant des racines vers le bas partout où elles touchent le sol, et elles se ressèment spontanément, laissant tomber des graines qui germent facilement dans n'importe quel endroit nu à proximité. La combinaison de deux stratégies de multiplication agissant simultanément permet à cette plante de combler les lacunes avec une rapidité impressionnante. Le feuillage reste bas, rarement au-dessus de 15 cm, ce qui en fait une alternative valable au gazon dans un environnement approprié. Il supporte un passage piétonnier léger. À la fin du printemps et au début de l'été, elle produit de petites épis de fleurs violettes, auxquelles les abeilles ne peuvent résister. Une touffe entière de prunelles en fleurs bourdonne du frénésie des pollinisateurs. Pour le jardinier autonome, le prunier représente exactement le genre de plante qu'il est bon de connaître. Elle s'implante rapidement, se maintient d'elle-même, supprime les mauvaises herbes, nourrit les pollinisateurs et possède une utilité historique qui dépasse le simple aspect ornemental. Plantez-la dans un endroit ensoleillé ou partiellement ombragé, dans un sol ordinaire, et elle se débrouillera sans problème. Plantez 6 des nénuphars, ces plantes à la croissance exponentielle irrésistible. C'est là que nous abordons une plante que la plupart des gens ont déjà dans leur jardin, sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle fait sous terre chaque année. Les nénuphars, en particulier l'Hemoralis fulva, le nénuphar orange que l'on voit pousser à l'état sauvage le long des routes, figurent parmi les plantes à croissance rapide les plus agressives en horticulture tempérée. Chaque année, la touffe au sommet de la plante grossit. Pas légèrement plus grand, nettement plus grand. En 5 ans, une seule plante se transforme en une colonie dense et compacte de dizaines de plantules qu'il faut diviser pour qu'elle reste vigoureuse. Voici ce qui se passe sous terre. Les hémérocales développent des racines charnues et épaisses à partir d'une couronne centrale. Chaque année, de nouveaux points de croissance se développent sur le pourtour de cette couronne, s'étendant vers l'extérieur. Le lys des fossés, en particulier, se propage également par de courts rhizomes, s'étendant au-delà de la touffe d'origine dans le sol environnant. C'est pourquoi on la voit coloniser des bords de route entiers. Ça ne s'arrête pas. Le cadeau horticole, c'est des plantes gratuites. Creusez et divisez vos dlis tous les 3 à 4 ans. Chaque division, même une simple plante avec ses racines, se transformera en une plante pleinement florifère dès sa 2e saison. Une plante devient 10, puis 50. Vous pouvez ainsi couvrir des pentes entières, des bordures ou des bandes en bord de route, gratuitement. Considérez-la comme une plante vivace qui vous rapporte des plants à chaque division. Plante numéro 7, Rudbeckie à œil noir. Rudbeckia, la plante qui se ressème spontanément et qui fait naître le soleil. Les Rudbeckies à œil noir possèdent une stratégie spécifique qui les distingue des plantes à propagation par stolon. Elles se ressèment spontanément avec un enthousiasme remarquable. Une plante mature produit des centaines de graines à la fin de la saison. Ces graines tombent. Ils hivernent. Au printemps, elles germent dans toutes les directions autour de la plante mère. Au milieu de l'été, ce qui n'était qu'une seule plante est devenu une colonie lâche, s'étendant dans toutes les directions. Rudbeckia hererta, espèce annuelle ou vivace de courte durée, se ressème si abondamment qu'elle fonctionne essentiellement comme une plante vivace à renouvellement automatique, même lorsque les plantes individuelles ne reviennent pas. La colonie persiste et s'étend car de nouvelles plantules remplacent constamment les plantes vieillissantes.
Rudbeckia fulgoda, la véritable espèce vivace, se ressème spontanément et étend ses touffes au fil du temps. Ce sont des fleurs jaunes dorées joyeuses, semblables à des marguerites, avec un cœur brun chocolat foncé, qui fleurissent du milieu de l'été jusqu'à l'automne, bien après que la plupart des autres plantes vivaces aient fini leur floraison. Les chardonnerets et autres oiseaux granivores se nourrissent des graines tout au long de l'automne et de l'hiver. Plantez 8 échinacées. L'échinacée, plante médicinale à propagation spontanée. L'échinia est réputée depuis des décennies dans le milieu du bien-être par les plantes. Ce dont on parle moins, c'est de sa reproduction abondante dans le jardin. L'Echgonia perpa, ou échinacée pourpre, se ressème abondamment à partir de ses capitules épineux caractéristiques. Une plante mature peut produire suffisamment de graines pour peupler une plate-bande entière si on laisse les inflorescences sur place. Et contrairement à certaines plantes à semis spontanés qui produisent une descendance faible ou inégale, les semis d'échinia sont robustes et atteignent rapidement leur taille de floraison dès leur deuxième année. Outre leur capacité à se reproduire spontanément, les plants d'échinia bien établis étendent lentement leur couronne au fil du temps. Tous les 2 ou 3 ans, la division de ces couronnes permet d'obtenir plusieurs plantes à partir d'une seule. Chaque division se développe en un spécimen fleuri de taille adulte. Voici ce qui rend l'Echgonatia particulièrement précieuse. Ses fleurs, ces marguerites roses-violettes au cœur cuivré orangé en relief, figurent parmi les sources de nectar les plus importantes en fin d'été pour les abeilles indigènes, les papillons monarques et des dizaines d'autres pollinisateurs. Les graines qui suivent nourrissent les chardonnerets élégants tout au long de l'automne et de l'hiver. Cette plante ne se contente pas de se multiplier, elle multiplie simultanément la faune de votre jardin. Laissez les épis en place jusqu'à la fin de l'hiver. Ratissez légèrement la zone au printemps pour permettre aux graines tombées au sol d'entrer en contact avec le sol et de germer, en les espaçant selon les besoins. Transplantez chaque année les plants en surplus, sans les faire pousser. Plante 9, colline, la semeuse imprévisible. Colline est l'élément imprévisible de cette liste. Les espèces d'Aqualia disséminent leurs graines partout et apparaissent dans des endroits imprévus, inattendus et parfois même inimaginables. Un espace entre des pavés, le pied d'un arbuste, le bord d'un chemin. Les colombines coloniseront tout endroit dégagé où une graine atterrit et trouve un sol nu. Le mécanisme est simple mais prolifique. Chaque capsule de colline contient des dizaines de minuscules graines noires. Lorsque la gousse sèche et s'ouvre, les graines se dispersent dans un rayon autour de la plante mère. Par temps venteux, ils parcourent une plus grande distance. Quelques années après avoir planté des collines, vous cessez d'en acheter. Ils se fournissent eux-mêmes. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que l'Aqualia s'hybride librement entre différentes couleurs et variétés. Les jeunes plants qui poussent autour des plantes mères sont souvent différents de ces dernières. De nouvelles combinaisons de couleurs, mêlant bleu, violet, rose, blanc, jaune et bicolore, apparaissent spontanément. Votre jardin développe sa propre population unique de collinéaires que vous n'avez ni conçue ni pu prévoir. Laissez-les se naturaliser en lisière de bois, dans les bordures ombragées ou sous les arbustes. Le feuillage aérien et fin comme une fougère reste beau tout au long de la saison. Et les fleurs éperonnées de fin de printemps comptent parmi les floraisons les plus intéressantes sur le plan architectural du jardin de Vivace. Imaginez-la comme une plante qui redessine votre jardin chaque année avec des résultats inattendus. Plante 10, plante obéissante. Ironiquement, totalement désobéissant. La plante obéissante tire son nom d'une petite particularité. Si vous déplacez une fleur individuellement sur le côté le long de la tige, elle reste dans sa nouvelle position. Obéissant au sens botanique très restreint. À tous autres égards,
La Physaustia virginana est l'une des plantes les moins dociles du jardin. Elle se propage par des stolons souterrains, les rhyomes, qui s'étendent bien au-delà de la plantation initiale. Vous le mettez ici, il pousse aussi là, et là-bas, et dans le parterre voisin, sans permission, sans excuse, sans s'arrêter. Les fleurs sont vraiment magnifiques. De hautes hampes florales tubulaires, roses ou blanches, s'épanouissent à la fin de l'été, lorsque la floraison principale du jardin est passée. Les colibris en raffolent. Elle comble un véritable manque dans les jardins de fin de saison, mais elle exige une approche de gestion dès le départ. Plantez cette plante docile, là où elle peut se propager librement le long d'une clôture, dans une zone naturalisée, ou dans un parterre délimité par des structures. Divisez-la tous les 2 à 3 ans pour contrôler sa propagation et pour partager ou déplacer les plants en excès. Sa tendance à courir, qui en fait une nuisance dans certains contextes, la rend idéale pour remplir rapidement de grandes surfaces difficiles d'accès. C'est comme embaucher un entrepreneur qui obtient des résultats spectaculaires, mais qui ne suit jamais vraiment le plan. Si vous trouvez cela utile et que vous commencez à comprendre que créer un jardin luxuriant et abondant ne nécessite pas de dépenser de l'argent à la pépinière chaque printemps, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous construisons une communauté de jardiniers qui travaillent plus intelligemment, pas plus dur. Et j'adorerais que vous soyez avec nous. Continuons. Nous abordons ici certains des multiplicateurs les plus agressifs et spectaculaires de la liste. Plante 11. Menthe. Le tristement célèbre maître des prises de contrôle. Il existe un dicton dans le milieu du jardinage. Ça se passe à peu près comme ça. Les 3 règles pour cultiver la menthe sont les suivantes. Premièrement, plantez-la dans un récipient. Deuxièmement, plantez-le dans un conteneur. Et troisièmement, par pitié, plantez-le dans un pot. Les espèces de mentha se propagent par des stolons souterrains qui se déplacent de manière agressive dans le sol, s'enracinant et envoyant de nouvelles pousses à intervalles réguliers. Dans un parterre ouvert, la menthe colonisera tout son territoire. En 2 saisons de croissance, une petite plante peut occuper une surface de 4 à 5 pieds carrés. En 5 ans, elle peut dominer un parterre entier. Il ne s'agit pas d'un défaut de conception. Dans le bon contexte, c'est exactement ce que vous souhaitez. Un carré de menthe aménagé dans un endroit humide et partiellement ombragé vous assure un approvisionnement continu, voire infini, de feuilles fraîches pour la cuisine, les infusions, les cocktails et l'aromathérapie. Sa tendance à s'étendre, qui fait de la menthe une nuisance dans les massifs mixtes, la rend excellente pour couvrir à grande échelle les zones difficiles, les talus, les zones humides, bref, les endroits où seules les mauvaises herbes prospèrent. Il existe des dizaines de variétés de menthe. Menthe verte, menthe poivrée, menthe chocolatée, menthe pomme, menthe marocaine, menthe royale. Chacune se répand avec un enthousiasme similaire, mais offre des profils de parfums et de saveurs différents. Cultiver plusieurs variétés dans des contenants séparés ou dans des plates-bandes délimitées vous offre une collection diversifiée d'herbes aromatiques qui se multiplient gratuitement chaque année. La gestion est simple. Si vous les cultivez en pleine terre, enterrez les contenants sans fond pour limiter leur propagation. Si la culture se fait en plein champ, acceptez-la et récoltez-la abondamment. Divisez-la chaque printemps pour la maintenir vigoureuse en utilisant les divisions pour démarrer de nouvelles plantations ou les partager avec d'autres. C'est la plante qui vous donne davantage à chaque fois que vous en prenez. Plante 12. Anémone du Japon. Le magnifique épandeur qui vous surprend. L'anémone du Japon fait partie de ces plantes qui vous bercent d'une fausse impression de sécurité. Durant sa première année, c'est modeste. Au bout de 2 ans, c'est un joli groupe. Dès sa 3e année, elle commence à afficher ses ambitions. L'anémone hybride X se propage grâce à des racines souterraines charnues qui s'étendent à partir de la plante mère.
Sa propagation n'est pas aussi rapide que celle de la menthe ou de la plante obéissante, mais elle est constante et s'accélère. Ce qui commence par une touffe contrôlée se met à produire des plantes satellites à 30 cm de distance, puis à 60 cm, puis encore plus loin. Dans les colonies établies, que l'on trouve dans les jardins anciens, l'anémone japonaise recouvre de vastes surfaces de son feuillage si particulier et élégant. Cette habitude de propagation est récompensée par une coloration extraordinaire en fin de saison. L'anémone japonaise fleurit en septembre et octobre, alors que presque rien d'autre dans le jardin ne fleurit. De hautes tiges fines portent ces magnifiques fleurs en forme de coupe, blanches ou roses, à cœur doré. Des fleurs qui semblent tout droit sorties d'un tableau. Alors que le jardin commence à se faner, l'anémone japonaise est en pleine floraison. Plantez-la dans un endroit où elle aura suffisamment d'espace pour se développer. Mi-ombre à plein soleil, bon sol. Laissez-lui 2 ou 3 ans pour s'implanter avant d'espérer une propagation spectaculaire. Une fois stabilisé, il gérera l'expansion lui-même. Divisez les colonies au printemps si elles deviennent trop importantes. Utilisez ces divisions pour implanter des plantes dans d'autres zones. Voyez ça comme une combustion lente. Patiente durant ses premières années, spectaculaire dans sa récompense. Plante 13, sceau de Salomon. L'élégant sceau de Salomon, plante colonisatrice des sous-bois, se développe à son propre rythme. Un rythme lent mais régulier, ce qui donne lieu à certaines des plantations naturalisées les plus élégantes dans les jardins d'ombre. Les espèces de Polygonatum se propagent par des rhizomes épais et articulés souterrains. Chaque année, le rhizome s'étend un peu plus loin et une nouvelle goulotte apparaît à son extrémité au printemps. La progression se mesure en centimètres par saison, mais elle est implacable. En une décennie, une petite plantation de sceaux de Salomon devient une colonie importante de tiges arquées. Ce sont ces tiges arquées qui attirent le regard. Elles émergent et jaillissent pleinement formées, se courbant gracieusement vers l'extérieur comme une fontaine, portant des paires opposées de feuilles ovales. À la fin du printemps, de petites fleurs blanches en forme de clochette pendent sous les tiges, très appréciées des bourdons. À l'automne, les baies noires remplacent les fleurs. La plante entière prend une belle couleur jaune dorée en automne avant de dépérir. Le sceau de Salomon a sa place dans le jardin boisé, sous un grand arbre à feuilles caduques, dans des bordures ombragées où peu d'autres plantes poussent avec élégance. Elle se marie à merveille avec les hostas, les fougères, les silphiums et autres plantes d'ombre. La colonisation progressive qu'elle engendre permet de combler lentement les sols nus sous les arbres, éliminant ainsi le besoin de paillis dans ces zones tout en offrant un rendu naturel plutôt que artificiel. Plante 14. Iris barbu. Le usine rhizome. L'iris barbu possède un mécanisme de multiplication que l'on peut observer au-dessus de la surface du sol. Les rhizomes, ces tiges horizontales épaisses et noueuses, reposent sur le sol ou juste en dessous, et elles se ramifient visiblement chaque année, produisant de nouveaux points de croissance à leurs extrémités. Chaque éventail de feuilles que vous voyez correspond à un point de croissance distinct sur un rhizome ramifié. Chaque année, le nombre de fans augmente. Chaque année, le groupe devient plus dense. Le Iris germanica et ses hybrides apparentés se multiplient par ce système de ramification rhizome de manière fiable et suffisamment rapide pour que les touffes établies doivent être divisées tous les 3 à 4 ans afin de rester vigoureuses et de bien fleurir. Une touffe d'iris trop dense se transforme en un enchevêtrement de tiges qui se font concurrence, produisant moins de fleurs et finissant par dépérir. C'est dans la division que le don de la multiplication devient visible. Une seule touffe dense peut être déterrée et divisée en 20 ou 30 sections de rhizomes individuels, chacune avec un éventail de feuilles attachées. Chacune de ces sections replantée avec le rhizome au niveau ou juste en dessous de la surface du sol
dans un endroit ensoleillé, se transforme en une plante fleurie l'année suivante. 20 plants à partir d'un seul tous les 2 ou 3 ans. Ces fleurs, en elles-mêmes, n'ont plus besoin d'être présentées. Ces fleurs parfumées et frisées, de toutes les couleurs, du blanc au jaune, en passant par le rose, le violet, le bleu et presque le noir, s'épanouissaient sur de hautes tiges à la fin du printemps. Si les floraisons sont la récompense, les rhizomes sont l'investissement qui continue de rapporter. Approche pratique. Diviser en fin d'été après la floraison. Réimplanter les sections de rhizomes les plus jeunes et les plus vigoureuses à partir des bords extérieurs. Composter les parties centrales usagées. Partagez le surplus avec les jardiniers qui vous demandent comment vous avez pu vous retrouver avec autant d'iris. Plante 15, plante caméléon, Atunia cordata. Le plus agressif en termes de propagation sur cette liste. Je vais être direct avec vous, car cette plante mérite un traitement honnête. L'Atunia cordata, la plante caméléon, est l'une des plantes ornementales cultivées qui se propage le plus agressivement. Elle se propage par des vecteurs souterrains qui voyagent loin et vite, envoyant de nouvelles pousses à une vitesse presque téméraire. Il est véritablement difficile de l'éradiquer une fois implanté en sol nu. Chaque fragment de racine laissé en place repousse. Si elle n'est pas contenue, elle envahira les plantations voisines. Alors, pourquoi l'inclure? Car la variété panachée Ununia cordata caméléon est l'une des plantes à feuillage les plus spectaculaires visuellement qui soient. Les feuilles sont parsemées de vert, de crème, de rouge et de rose dans des combinaisons qui paraissent presque trop vives pour être réelles. Elle adore l'humidité et pousse dans les zones marécageuses où les autres plantes peinent à pousser. En tant que plante en pot, elle est spectaculaire et totalement contrôlable. Un conseil de jardinage avisé. Ne plantez jamais d'Allonia en pleine terre dans une bordure mixte. Cultivez-le en conteneur. Cultivez-le dans un jardin marécageux clos. Cultivez-la dans des zones délimitées par des barrières rigides comme le béton ou l'asphalte, d'où les stolons ne peuvent tout simplement pas s'échapper. Dans ces conditions, vous bénéficiez de tout le spectacle visuel, sans les conséquences d'une invasion du jardin. Voici la plante qui nous apprend que toute multiplication agressive n'est pas forcément un don. Le contexte est primordial. Bien maîtrisé, c'est extraordinaire. Au mauvais endroit, c'est une leçon que vous n'oublierez pas. Plante 16. Hosta. La touffe qui ne cesse de grandir. Les hostas sont les reines incontestées des jardins ombragés et leur multiplication est d'une beauté des plus gratifiantes. La touffe ne cesse de grossir chaque année, sans exception. Les espèces d'hostas et leurs milliers de cultivars nommés poussent à partir d'une couronne centrale qui s'étend vers l'extérieur chaque saison, produisant de plus en plus de feuilles en éventail à partir des bords. Un hosta qui remplit un pot d'une seule pièce au moment de l'achat deviendra, 3 ans plus tard, un spécimen à plusieurs tiges atteignant la hauteur du genou. Dans 5 ans, elle pourrait mesurer 90 cm de diamètre. En 10 ans, certaines variétés à grandes feuilles deviennent des points focaux architecturaux qui structurent des massifs de jardins entiers. Les hostas adultes font partie des plantes les plus faciles à diviser. Au début du printemps, lorsque les pousses pointues émergent du sol, déterrez toute la souche et découpez-la en sections à l'aide d'une bêche ou d'un couteau bien aiguisé. Chaque section comportant 2 ou 3 points de croissance deviendra une plante entière. Une grande hosta se transforme en 5. 5 devient 25. Le calcul est généreux. Le feuillage est l'atout majeur des hostas. Bleu, vert, chartreuse, or, bord blanc, rayé crème. La variété de couleurs et de textures des feuilles disponibles dans ce genre est presque vertigineuse. À associer avec des fougères et du sceau de Salomon pour un dégradé subtil. Une plantation qui devient de plus en plus impressionnante chaque année, sans jamais nécessiter de replantation.
Divisez-les tous les 4 à 5 ans pour maintenir leur vigueur et multiplier votre production. Les divisions s'établissent rapidement et entament immédiatement leur propre expansion en amas. Plante 17. Sedum. Plante à noyau. La multiplication la plus facile au jardin. Voici la plante idéale pour les jardiniers qui souhaitent une multiplication sans la moindre complication. Les sédums, et en particulier les plantes à noyau basse, s'enracinent à partir de fragments. Morceaux brisés. Des pièces qui tombent accidentellement au sol. Une tige s'est cassée pendant que vous travailliez à proximité, est tombée sur un sol nu et est restée là. En une semaine, elle développe des racines. En un mois, c'est une plante bien établie. Le sédum se propage de manière accidentelle, naturelle et constante. Diverses espèces de sédum produisent un feuillage succulent et charnu au ton vert, bleu, gris, bordeaux ou doré. Les variétés basses, comme le Sedum spirium et le Sedum rupestri, forment des tapis denses qui se propagent en enracinant leurs tiges, comblant les espaces entre les dalles, rampant le long des berges rocheuses et recouvrant les pentes ensoleillées qui nécessiteraient autrement un travail d'entretien. Les variétés de sédum les plus hautes, comme le classique Autumn Joy et ses proches, poussent en touffes dressées qui s'étendent lentement et peuvent être divisées au printemps pour se multiplier. Mais la vraie magie opère avec les plantes basses. Vous pouvez les multiplier en prélevant simplement des poignées de tiges et en les pressant sur un sol préparé. Aucun soin particulier n'est requis. Elles s'enracinent et commencent à se propager. C'est la plante idéale pour les rocailles, les toitures végétalisées, les plantations sur gravier, les pentes ensoleillées et les endroits difficiles entre les pierres où la plupart des plantes échouent. Elle nécessite du soleil et un bon drainage et offre une couverture fiable qui se multiplie quasiment sans effort. C'est comme une plante qui essaie de faire tout le travail à votre place. Plante 18, Catère. Nepeta, le nuage qui s'étend. La catère est une plante que les paysagistes mettent partout, et ce n'est pas sans raison. Nepeta x fascini et ses cultivars produisent des monticules tentaculaires de feuillage aromatique gris, argenté, recouverts de petites fleurs bleu lavande de la fin du printemps à l'été. Les monticules s'étendent chaque année et dans des conditions idéales, sol ensoleillé et bien drainé, les plantes se ressèment spontanément dans les zones environnantes. L'expansion de la catère se fait sur 2 fronts. La couronne s'étend à chaque saison, le monticule s'élargissant progressivement. Et si vous laissez quelques fleurs fanées monter en graines au lieu de les couper immédiatement, des semis apparaissent à proximité. Aucun de ces mécanismes n'est explosif, mais ils se combinent sur plusieurs saisons. Elles permettent d'obtenir une quantité de plantes nettement supérieure à celle de départ. Le don de Catman au jardin va bien au-delà de la simple multiplication. Ces fleurs bleues lavande comptent parmi les plantes vivaces à la floraison la plus longue. Si vous taillez la plante d'un tiers après la première floraison principale au début de l'été, elle se rétablit en quelques semaines et fleurit à nouveau jusqu'à l'automne. Son feuillage aromatique repousse les cerfs et les lapins, un avantage pratique non négligeable. Et les abeilles y sont attirées en nombre extraordinaire durant sa longue période de floraison. Divisez les touffes de catère au début du printemps ou à l'automne pour multiplier les plants délibérément. Prélevez des boutures de tiges en été. Elles s'enracinent facilement dans un sol humide ou dans un verre d'eau. Grâce à l'expansion de sa couronne, à sa capacité à se ressemer spontanément et à sa facilité de propagation, la catère offre une floraison généreuse à chaque saison. Plante 19. Jonquille, l'usine de multiplication souterraine. Alors que la plupart des plantes de cette liste se multiplient au-dessus du sol de manière visible, les jonquilles se multiplient sous terre, de façon invisible, tout au long de l'année. On plante un seul bulbe en automne. Au printemps, elle fleurit. À l'automne de l'année suivante,
ce bulbe unique s'est divisé en 2 ou 3. Au printemps suivant, ces 2 ou 3-là fleurissent chacune. Au bout de 3 ou 4 ans, on obtient un groupe. Au bout de 10 ans, vous obtenez une plantation naturalisée importante, issue d'un seul bulbe initial. Les espèces de narcisses se multiplient par bulbilles. Des bulbilles filles qui se développent attachées aux bulbes parents et finissent par atteindre une taille suffisante pour produire leurs propres fleurs. Dans des conditions de culture optimales, ensoleillées à partiellement ombragées, dans un sol bien drainé, les colonies de jonquilles peuvent s'étendre régulièrement pendant des décennies sans nécessité d'entretien. Le signe que la multiplication a réussi est la diminution de la floraison. Un massif trop dense de bulbes de jonquilles se fait concurrence et produit moins de fleurs, plus petites. C'est à ce moment-là qu'il faut déterrer la touffe en été, une fois le feuillage fané, et séparer les bulbes. Replanter sur une zone plus vaste. La colonie s'agrandit. La qualité de la floraison s'améliore et le cycle de multiplication se poursuit. Les jonquilles exigent une patience qui se récompense sur plusieurs générations. Une plantation de jonquilles bien établie dans une pelouse naturalisée ou en bordure de bois peut persister et s'étendre pendant 50 ans, voire plus. Voici l'investissement dont hériteront vos petits-enfants. Plante 20, Dallas laissé en terre, l'extenseur de tubercules souterrains. Et nous voici au numéro 20, celui que j'avais gardé précieusement. Parce que cette plante accomplit quelque chose de tellement satisfaisant qu'une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais vos touffes de dahlias de la même façon. Les dahlias laissés en terre pendant l'hiver dans les zones 8 et supérieures, ou déterrés et stockés dans les climats plus froids, se multiplient sous terre par division des tubercules. Chaque année, le groupe de tubercules à la base de chaque plant de dahlia s'agrandit. Ce que vous avez planté comme un seul tubercule devient un groupe de 3 ou 4. L'année suivante, ce groupe passe à 6 ou 8. En quelques saisons de culture de la même plante ayant passé l'hiver, vous aurez suffisamment de tubercules pour planter une plate-bande entière. Voilà ce que les passionnés de dahlias savent depuis longtemps. Tu n'achètes pas dahlia sans arrêt. On achète le dahlia une fois, où on reçoit un seul tubercule d'un ami et on le divise. Chaque division comportant au moins un œil en développement donnera une plante en pleine floraison. Les mathématiques de la multiplication de dahlia sont extraordinaires. À partir d'un seul tubercule initial, un jardinier attentif peut produire des dizaines de plants en 5 ans. Ces fleurs n'ont plus besoin d'être présentées. Les dahlias fleurissent du milieu de l'été jusqu'au gelée, sous des formes allant de simples fleurs isolées à des fleurs géométriques complexes de la taille d'une assiette, atteignant 30 cm de diamètre, dans toutes les couleurs sauf le bleu pur. Elles figurent parmi les plantes à fleurs les plus spectaculaires pour les jardins privés. Approche pratique. Dans les climats doux, laissez les tubercules en terre et divisez-les chaque automne ou printemps. Dans les régions au climat froid, creusez après les premières gelées. Conservez dans un endroit frais pendant l'hiver et divisez avant de replanter au printemps. Chaque œil sur le tubercule représente une nouvelle plante potentielle. C'est une plante qui produit des intérêts composés, vous offrant davantage chaque année simplement en la laissant faire, ce qu'elle fait naturellement sous terre pendant que vous ne la regardez pas. Voilà, c'est tout. 20 plantes vivaces qui se multiplient à une vitesse folle. Certains par stolon, d'autres par rhizome, d'autres encore par semis spontanés, et d'autres enfin par tubercules se divisant discrètement sous terre pendant votre sommeil. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet à d'autres personnes de découvrir que créer un jardin luxuriant ne nécessite pas de gros moyens, juste les bonnes plantes et la patience de les laisser se multiplier. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces 20 multiplicateurs vous utilisez déjà et lequel vous avez le plus hâte d'ajouter.
Je lis tous les commentaires et j'adore vraiment savoir ce qui pousse dans votre jardin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton S'abonner et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Nous publions une vidéo chaque semaine et chacune est construite autour de la même idée. Vous donner les moyens de cultiver plus avec moins et de dépendre de votre terre plutôt que du magasin. À bientôt!